Yo les amis, c'est Finger Pilot. J'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, nous avons fait le point sur l'intérêt de la stratégie lors d'une course. La vitesse est bien, mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, j'aimerais que nous nous intéressions plus particulièrement à cette vitesse, qui est influencée par de nombreux critères, notamment l'aérodynamique. Si ce terme ne t'évoque rien, sache qu'à moteur équivalent, l'aérodynamique d'une Formule 1 peut faire toute la différence et peut te faire gagner quelques dixièmes de seconde, sachant que 1 dixième de seconde en course, c'est énorme. Il en faut quelques millièmes pour faire la différence lors d'une course. Tu l'as compris, l'aérodynamique d'une Formule 1 n'est donc à négliger sous aucun prétexte. Intéressons-nous plus particulièrement à ce véhicule. La monoplace est le nom donné à un véhicule de Formule 1, car effectivement elle est faite pour accueillir un seul pilote. Cette monoplace pèse environ 750 kg et est capable d'atteindre des vitesses de l'ordre de 350 km/h. C'est pratiquement 70 km/h de plus qu'il en faut un avion A380 pour décoller. Et pourtant, ces monoplaces ne décollent pas du tout, pourtant elles représentent un poids plume comparé aux avions. Au contraire, elles enchaînent des successions de virages très rapides sans jamais quitter le sol. C'est ce que nous allons comprendre tout au long de cette vidéo. Lorsqu'un véhicule se déplace, son moteur exerce une force appelée poussée. A l'inverse, le sol exerce une force s'opposant à son avancement, que nous appelons frottement. L'air également exerce une force opposant à la direction du véhicule. Il s'agit de la traînée. Concentrons-nous sur cet air. La monoplace dans son avancée fend l'air, se frayant ainsi un chemin. Le véritable but d'une monoplace de Formule 1, comme vous le savez, est d'aller le plus vite possible et non de se battre contre l'air. Se battre contre ce dernier sera un combat bien trop contraignant. Les ingénieurs ont donc réfléchi à une méthode plus intelligente. Diriger le flux d'air où ils le veulent. Le design d'une Formule 1 est donc sculpté pour faciliter l'écoulement de l'air à sa surface et permettre de réduire les frottements. Le moindre élément a un impact sur l'air et donc sa forme est soigneusement étudiée avant son intégration sur la monoplace. Même le volant a un impact sur l'écoulement de l'air. Ce n'est pas pour rien que sa partie supérieure est plate. Les aérodynamiciens d'une Formule 1 ne sont donc pas des bricoleurs et ne laissent rien au hasard. Nous entrons donc au cœur de l'aérodynamique. Pour mieux comprendre le comportement d'une monoplace de Formule 1, nous allons étudier l'écoulement du flux d'air. Prenons l'exemple d'un ballon rempli d'air. L'air à l'intérieur est sous pression et exerce une force pour sortir. Ce sont ces forces qui gardent le ballon gonflé. A l'inverse, l'air à l'extérieur exerce également une force sur le ballon. Mais celle-ci est plus faible, sinon le ballon se dégonflerait, parce que la pression externe est beaucoup plus faible. Il s'agit de la troisième loi de Newton, tu me pousses, je te pousse, la loi sur les actions réciproques. Une fois que nous ouvrons le ballon, l'air à l'intérieur s'échappe très rapidement à cause de la différence de pression, poussant même le ballon dans le sens opposé. Cette expérience permet de prouver que l'air circule donc des zones ayant une forte pression vers les zones ayant une faible pression. Lorsqu'on réduit le volume dans lequel on veut faire passer l'air, l'air se trouve donc accéléré comme dans le cas du ballon. Il s'agit même du théorème de Bernoulli, qui stipule que lorsque le débit d'un fluide est constant et que l'on diminue le volume dans lequel on veut le faire passer, ce fluide se trouve donc accéléré. Pensez tout simplement au tuyau d'arrosage. Lorsque vous pincez le bout du tuyau, l'eau sort sous pression. C'est le même effet que nous observons dans les petites ruelles. Le vent est accéléré à cause de l'étroitesse de la ruelle. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je fais toute cette théorie, mais c'est la base même de l'aérodynamique. Si au final il ne fallait retenir que deux choses, on dirait que le flux d'air s'écoule de façon plus accélérée lorsqu'il arrive dans une zone de basse pression, et qu'en général il circule des hautes pressions vers les basses pressions. Revenons donc à nos moutons. Nous allons comparer l'aileron arrière d'une monoplace de Formule 1 à l'aile d'un avion. De prime abord, je vous dirais que l'aileron arrière d'une monoplace est l'inverse de l'aile de l'avion. Je m'explique. Si dans le cas d'un avion, on cherche à faire en sorte que l'objet décolle, en générant une portance pour combattre la gravité, en Formule 1, on recherche l'inverse, l'appui aérodynamique. L'appui aérodynamique est donc cette force qui permet au véhicule de coller sur la piste. Pour mieux comprendre l'appui aérodynamique d'une monoplace, on va étudier le phénomène de portance sur l'aile d'un avion, qui est un phénomène beaucoup plus proche de nous. La coupe longitudinale de l'aile d'un avion se présente sous cette forme. La partie qui subit directement l'action de l'air s'appelle le bord d'attaque, la partie bombée au-dessus est l'extrados et en dessous l'intrados. À l'arrière, nous avons le bord de fuite. Lorsque l'air arrive sur le bord d'attaque de l'aile, il se scinde en deux de la manière suivante. Évidemment, l'air qui circule en dessous de l'aile va tenter de soulever cette aile, mais ce n'est pas elle qui va permettre à l'avion de décoller. L'avion décolle grâce à l'air qui se trouve au-dessus de l'aile. L'analyse en soufflerie montre qu'il se crée deux zones, une suppression en dessous de l'aile et une dépression au-dessus de l'aile. Comme vu précédemment, d'après Bernoulli, l'air va s'accélérer au-dessus de l'aileron.
Vu que l'air s'accélère, il crée une force qui soulève l'aileron. Rappelez-vous, lorsque l'air s'échappe du ballon, le ballon est repoussé du fait de l'accélération de l'air. La résultante des deux forces s'appelle la portance. C'est cette portance qui va donc faire décoller l'avion. Si on revient donc à l'arrière de la monoplace de la Formule 1, son aileron a une forme presque similaire à celle de l'avion, à la différence que l'Stratos est en bas cette fois-ci. Lorsque l'air arrive donc sur l'aileron arrière de la monoplace, il se crée une dépression en dessous et une suppression au-dessus cette fois-ci. L'air est donc accéléré en dessous de l'aileron, ce qui provoque l'appui aérodynamique. Plus cet aileron est incliné, plus l'appui est important. Mais au-delà de certains seuils d'inclinaison, l'air ne suit plus la forme de l'aileron et se décolle. Du coup, l'appui devient moindre. Vous venez donc de comprendre le rôle de l'aileron arrière du monoplace. La théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Je pense qu'on est d'accord sur ce principe. Rappelez-vous qu'une monoplace de Formule 1 pèse environ 750 kg. L'appui aérodynamique provoque de la traînée en ligne droite, car elle augmente le poids du véhicule. Bah oui, la voiture se traîne. Par contre, en courbe, elle est excellente. L'appui aérodynamique du monoplace est capable de faire peser le véhicule de quelques tonnes. Oui, effectivement, quelques tonnes, parce que son appui augmente proportionnellement au carré de la vitesse. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, une monoplace de Formule 1 peut manquer d'appui et rater une section de virage à 150 km/h. La force centrifuge l'emmènerait complètement en dehors de la courbure du virage. Par contre, si le pilote accélère et passe à 200 km/h, il aurait tellement d'appui, il serait comme aspiré par le sol. Et il le passerait finger in the nose. La force centrifuge en serait moindre dans ce cas. C'est ce qui fait que les monoplaces sont les voitures les plus rapides du circuit. Sans l'aileron avant, l'air se comporterait donc ainsi autour de la monoplace. Ce qui va à l'encontre de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les ingénieurs ont envie de jouer avec l'air. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser l'air s'échapper. Le rôle de l'aileron avant, en plus de maintenir la voiture plaquée au sol, est donc de contrôler le flux qui arrive sur ce dernier. L'air sera donc envoyé vers l'arrière pour alimenter en air le moteur situé derrière le pilote, mais également l'aileron arrière qui lui a besoin d'un air propre, l'air le plus laminaire possible pour maintenir la voiture plaquée au sol. Dit comme ça, on a l'impression que l'aileron avant a un rôle très simple, mais en réalité, son rôle est beaucoup plus complexe que cela. Une fois que l'aileron avant a traité l'air qui arrive, il faut savoir que les roues vont également générer de l'air, mais bien évidemment cet air est troublé, sinon ce serait trop facile. Donc l'aileron avant va, en plus de maintenir la voiture plaquée, contrôler le flux et compenser l'air qui est généré par les roues. Tout ça a le seul effet de maintenir la voiture plaquée au sol, pour que l'air le plus laminaire possible arrive au niveau de l'aileron arrière. Et oui les amis, toute bonne chose a une fin. S'il ne fallait retenir que quelques mots de tout cela, plus l'aileron est plaqué, plus il procure de l'appui aérodynamique et donc du poids. Ce poids permet à la monoplace de prendre des virages rapides à très haute vitesse. Par contre, il engendre de la traînée en ligne droite, diminuant ainsi la vitesse de pointe. Les ailerons sont donc responsables de l'appui aérodynamique du monoplace. Mais ce n'est pas tout. Je ne vous ai pas parlé des appendices aérodynamiques, du fond plat ou encore du diffuseur. La vidéo aurait été trop longue, on en parlera une autre fois. Le travail réalisé par les aérodynamiciens du Formule 1 est donc un travail d'orfèvre, le hasard n'a pas sa place. J'espère que la prochaine fois que vous regarderez une Formule 1, vous la contemplerez avec autant d'admiration et de passion que moi pour le travail réalisé. Contempler une Formule 1 se résume donc à contempler un chef-d'œuvre, un bijou d'exception sculpté pour plaire et pour aller vite. C'était Finger Pilot, à très bientôt. Ciao.